Eh bien donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente consacré aux inégalités filles-garçons. Webinaire qui a pour intitulé « Présentation du site internet Égalité filles-garçons et d'outils du monde selon les femmes ». Donc, ce webinaire est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, organisé par le secteur communication de la Ligue de l'enseignement et constitue le dernier volet d'une série de 3 webinaires. Donc, le premier a eu lieu en octobre, avait pour thématique le sexisme dans les contenus, les manuels et programmes scolaires, avec Claudine Marissal et Mathilde Adelier. Le second a eu lieu en novembre, donc était consacré à la formation des enseignants et des enseignantes, avec Nadine Plateau et Marie-France Dicot. Petite parenthèse, sachez que ces webinaires, que les vidéos de ces webinaires se retrouvent sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Alice Nucci et Noémie Caillart. Voilà, elles sont, voilà, vous pouvez les voir. Donc, Alice Nucci de l'Université des femmes nous fera la présentation du site internet Égalité filles-garçons, regroupant des outils et des ressources pour les personnes qui souhaitent agir sur le sexisme dans l'enseignement. Ce site a été pensé en collaboration avec la Direction de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et Noémie Caillart, du Monde selon les femmes, nous présentera différents outils pour combattre le sexisme à l'école. Voilà. Donc, nous allons commencer par l'intervention d'Alice Nucci, suivie par l'intervention de Noémie Caillart. Et on se retrouve, je pense, d'ici une bonne petite demi-heure. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je vais commencer par partager mon écran. Hop. Et voilà. Merci beaucoup déjà, Ligue de l'enseignement, pour cette possibilité. Moi, donc, je vais vous présenter les sites internet Filles, Garçons et Même École. Vous avez peut-être déjà vu passer, en fait, ou bien même, je m'excuse, même visiter en fait le site, puisqu'effectivement, il est déjà en ligne, il existe depuis 2016, mais depuis 2020, il est sujet en fait d'une refonte totale. Et moi, je suis donc chargée de projet à l'Université des femmes, mais je travaille sur ce site depuis 2021 avec la direction égalité des chances. Donc, on est en train de refaire l'ensemble des contenus, ainsi qu'en fait, même la structure du site sera modifiée par rapport au site qui est accessible actuellement. Et la nouvelle version donc sera sortie en 2023. Or, une partie sera encore en construction. Je vais vous expliquer plus dans les détails par après. Voici, ceci en fait, c'est la page d'accueil que vous allez trouver lorsque vous allez rentrer sur ce site internet. Vous allez voir les 3 piliers de base, à l'école, en discipline et en société. Je vais rentrer par après plus en profondeur. Vous allez également y retrouver en fait toutes les nouveautés de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Direction Égalité des chances. Vous pourrez également accéder à un catalogue qui rassemble toutes les ressources, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles, qui sont utilisées pour la production de contenus de chaque onglet. Et en ce qui concerne la plateforme participative, elle ne sera pas accessible tout de suite en 2023, ce sera en fait par après, puisque voilà, elle demande plus en termes techniques. Donc, on ne pourra pas directement la rendre accessible. Donc, je vais rien spoiler, je ne vais pas vous en dire plus, ce sera pour après. Donc, ici, en fait, c'est l'intérieur de la première partie à l'école, et qui a pour but donc de souligner tous les stéréotypes et préjugés qui sont en fait transmis aux élèves de manière inconsciente bien évidemment, mais dès le plus jeune âge, et ceci en fait ont un impact sur leur parcours scolaire, sur l'estime de soi, la confiance de soi. Et donc cette partie-ci a pour but d'essayer de voir dans les cadres scolaires, dans les milieux scolaires, qu'est-ce qui est au niveau même institution, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir en fait remédier à cela. Et cela va
à partir des politiques éducatives, puisque l'école comme institution, elle aussi, de par surtout les décrets de mission, elle est tenue de lutter contre toute discrimination et de pouvoir du coup mettre en place toutes mesures nécessaires afin de permettre à tous les élèves ayant des besoins spécifiques de pouvoir en fait mener un parcours scolaire à bien, ainsi aussi que pouvoir proposer à chaque élève une chance égale d'émancipation sociale, et les stéréotypes et les préjugés peuvent être en fait un obstacle à cela. Dans cette partie, vous allez aussi également retrouver ce qui justement a été présenté par avant, que ce soit par Claudine Marissal, en ce qui concerne les contenus de manuels scolaires dans la partie égalité dans les outils. Donc, en soulignant quels problèmes peuvent être présentés, peuvent se retrouver en fait dans les outils qui sont utilisés en cours, jusqu'à l'aménagement de l'espace. Évidemment, on ne va pas vous demander de refaire toute l'architecture de l'école, mais simplement de voir comment en fait l'aménagement d'une classe ou d'une cour de récréation peut avoir un impact sur les parcours scolaires des élèves, des interactions en fait entre filles et garçons, ou même aussi entre professeurs qui ne sont pas neutres et qui ont une influence selon les genres de la personne qui est en face de nous, ainsi que la question de l'orientation scolaire, en fait, afin que ce soit aussi en harmonie avec les pactes d'excellence qui viennent de devenir plus concret, on va dire, ainsi que la question de l'EVRAS et du sexisme, discrimination et harcèlement, qui est une réalité encore fort présente dans le milieu scolaire. Chacune de ces thématiques est divisée en deux parties. Une partie comprendre, où en fait on va exploser donc vraiment la problématique, faire une recherche et montrer en fait, mettre en avant le genre, la dimension genrée au sein de ces différents sujets, et une partie agir, où là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer en fait des clés pour une action plus concrète afin de rendre l'école un lieu plus inclusif. La deuxième partie, en fait, porte sur les disciplines, donc vraiment les mécanismes sexistes qui sont en jeu dans toute discipline. Et ce sera effectivement cette partie-ci qui sera en construction dès la sortie du site, puisque elle va se faire en accompagnement avec l'IFPC, l'Institution de formation professionnelle continue. Et surtout, en fait, elle va se faire en parallèle avec les référentiels scolaires et programmes scolaires qui viennent d'être discutés au mois de juin par les parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque ici, le but, c'est de pouvoir vous proposer un contenu qui inclut une dimension genrée. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les référentiels scolaires et on va mettre en avant les points d'attention, les écueils aussi à éviter, et dans chaque discipline. C'est-à-dire que donc il y aura ces points d'attention et ces écueils qui seront propres à chaque discipline, ainsi que d'autres réflexions qui vont être beaucoup plus transposables dans toutes les autres, afin vraiment de vous faciliter la tâche et effectivement respecter les programmes scolaires. Et donc pour rendre aussi plus facile en fait cette mise en pratique. Ici aussi, chaque onglet est divisé en parties comprendre et agir. Et dans la partie agir, ici, on va vous proposer soit des leçons types, soit des outils aussi pédagogiques que vous pourrez mobiliser en cours, puisque on est très bien au courant que créer des leçons, en fait, prend déjà énormément de temps. Et donc, vous n'avez pas toujours le temps non plus d'aller piocher à droite, à gauche, d'autres outils à utiliser en classe. Donc, c'est un peu vous prémâcher, on va dire, la matière. Et si c'est vraiment, du coup, on va utiliser le genre comme outil critique d'analyse qu'on va appliquer donc à chaque référentiel afin de voir comment on peut enseigner plus d'égalité. Dans la troisième partie, en société, ici, en fait, il sera plutôt question de voir toute la question du genre des genres dans tous les aspects, en fait, de la société. Ça va des médias à la famille, à la politique, au travail. Et dans les deux derniers onglets, donc sexisme, discrimination, harcèlement et violence sexiste, il y aura aussi une partie comprendre problématique où on va vous exposer donc comment en fait ces stéréotypes et préjugés sexistes
hors de les cadres de l'école peuvent avoir une influence au sein de l'école et vice-versa, comment ces deux mondes se nourrissent. Mais dans la partie agir, donc ici c'est la présentation, sur quoi vous allez en fait, comment ça va se présenter. Vous pourrez jongler entre les trois parties de manière très, très aisée. Et dans la partie agir, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est plutôt de mettre en avant une intervention d'entités extérieures à l'école, que ce soit des collectivités ou que ce soit d'associations qui sont composées en fait par des spécialistes qui maîtrisent les sujets, que ce soit une question de LGBT-phobie ou également aussi si en cas de violence conjugale, à qui faire appel, quel numéro appeler, à qui s'adresser, que ce soit en tant que vous concernez ou vos collègues ou bien ou bien les élèves, ainsi que toute personne dans votre entourage, bien évidemment. Et donc, on vous propose des pistes d'action, mais qui, en fait, enfin, sur lesquelles aussi vous pouvez faire référence à des personnes extérieures. Parce qu'évidemment, tout ne peut pas reposer sur vos épaules. Il s'agit quand même aussi des sujets qui sont fort sensibles et voilà, qui doivent être traités aussi avec une certaine précaution. Et il y a des personnes qui, en fait, dans les travails, est celui de prendre en charge une certaine parole, certaines personnes dans des situations plus sensibles. Donc, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et ici, le but, c'est de pouvoir vous fournir, en fait, des numéros, des noms d'associations à qui vous pouvez vous adresser pour vous décharger, ainsi qu'en fait plein d'autres assos qui font un travail incroyable et qui viennent directement dans les écoles, que ce soit pour former les enseignants ou les élèves, ou que ce soit aussi pour sensibiliser et prévenir, donc qui vous permet aussi de pouvoir ne pas vous devoir assurer cela et faire appel à ces personnes afin qu'ils puissent se mobiliser donc en cours et faire ce travail-là. Ensuite, ces catalogues qui donc va, comme j'ai dit, rassembler toutes les ressources qu'on mobilise au sein de ces sites internet et dans lesquels en fait vous pouvez directement les retrouver par une recherche mots-clés, ou bien vous pouvez retrouver par thématique ou encore par type de source. C'est parce qu'on y trouve des sources, qu'elles soient audiovisuelles, écrites, des courts-métrages, de longs-métrages, et à chaque fois, on va préciser aussi la durée de la source, qu'elle soit de lecture ou de visionnage, afin que vous puissiez quand même aussi mieux établir les temps en fait que ça peut prendre si vous voulez l'utiliser en cours ou autre. Je voulais vous remercier déjà de votre attention, mais surtout aussi, je voulais vous remercier d'être là, parce que ce soit pour les corps enseignants que pour toute autre institution, très souvent, ça relève de l'initiative individuelle. Et je trouve que il faut être reconnaissant de cela, puisque voilà, vous n'êtes pas toujours outillé face à des situations qui ne sont pas toujours évidentes et qui font partie de votre quotidien. Et voilà, je trouve que ces genres d'initiatives, ces webinaires sont vraiment des initiatives qui sont félicitées, que ce soit ces liens avec les mondes associatifs qui fait aussi un chouette travail, pas toujours très évident, puisque souvent ce sont des sujets qui sont assez touchy, on va dire, et donc assez lourds aussi à vivre de manière générale. Effectivement, on peut s'interroger sur l'horaire du webinaire, mais voilà, on fait comme on peut, puisque voilà, nous aussi on travaille un peu dans horaire de bureau, on va dire. Et l'enregistrement permet donc d'avoir un juste milieu. Non, voilà, c'était juste pour vous remercier de cette initiative. Je trouve que c'est toujours chouette de prendre le temps de suivre ces webinaires et essayer de s'outiller un max. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alice. Merci. Bien, écoutez, on laisse la parole à Noémie, alors, dans ce cas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mais donc, du coup, moi, je travaille au Monde selon les femmes, qui est une ONG qui est spécialisée dans les questions de genre et de développement. On existe depuis 28 ans. Alors, le Monde selon les femmes travaille principalement avec un public adulte, mais depuis toujours, au Monde selon les femmes, on a quand même eu des outils pédagogiques à destination des enfants et des adolescents.
Pourquoi? Parce que travailler la question de genre, forcément, c'est hyper important de la travailler dès le plus jeune âge, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Et donc, ça nous semble vraiment important de travailler avec ce public-là. Et donc, ces dernières années, on a eu de plus en plus d'outils sur ces questions-là, et aussi en rapport avec l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui, en fait, est... même si évidemment, souvent, ça fait écho donc, juste à des questions de sexualité, en fait, en Belgique, elle est vue comme quelque chose de beaucoup plus large, qui intègre évidemment les questions de genre. Et donc, on a l'occasion on a pas mal d'outils là-dessus, et on se rend dans les écoles en fait pour travailler cette question-là, mais avec principalement l'angle d'approche de la déconstruction des stéréotypes de genre. Donc voilà, c'est le prisme qu'on aborde le plus en fait avec les enfants, c'est comment travailler avec eux pour déconstruire ces stéréotypes de genre qui sont présents en fait partout dans la société qui les entoure. Voilà, c'est pour faire le parallèle avec Spédialis, voilà, le site permet quand même, je pense, de brosser vraiment un beau tableau en fait des différents enjeux, et entre autres dans le monde scolaire, parce qu'effectivement, on est tous socialisés en fait avec cette dimension de genre, et donc forcément, elle est présente en fait partout, dans toutes les sphères, que ce soit effectivement à l'école, que ce soit dans la société, et puis dans tout ce qui les entoure en termes de médias. Et donc, il y a quand même un enjeu aussi à travailler, cette déconstruction des stéréotypes de genre. Et donc, actuellement, au Monde sans les femmes, on a des outils en fait, qui s'adressent aux enfants à partir de la première maternelle jusqu'à en fait, à la fin de l'adolescence. Et alors, pour un peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être, qui s'intéressent peut-être aussi aux adultes, globalement, les outils qui sont à destination des ados sont aussi à destination des adultes. Ça fonctionne en général assez bien. Voilà, je vais vous montrer et vous parler de quelques outils. Peut-être juste pour replacer le contexte, avec les enfants donc de moins de 6 ans, on n'entre pas encore, en tout cas d'après nous, dans la déconstruction des stéréotypes de genre, parce qu'en fait, c'est un peu tôt. Ce qu'il faut surtout, c'est en fait essayer de ne pas fermer les portes qui sont, ils sont en général encore pas tout à fait formatés, en tout cas avant 5 ans. Et donc, il y a un enjeu à surtout essayer de pousser à l'ouverture, et que l'école ne referme pas une porte supplémentaire, parce qu'éventuellement, il y a de l'ouverture à la maison, mais éventuellement pas. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qu'il faut surtout, c'est qu'en fait, on les ouvre le plus possible et qu'on leur laisse la possibilité d'explorer, en fait, sans être complètement fermés par déjà ces stéréotypes de genre qui vont les enfermer. Et effectivement, leur couper déjà plein de possibilités, en fait, de ce qu'ils pourraient devenir ou voudraient pouvoir être dans la suite de leur existence. Et donc, voilà, c'est d'avoir un discours qui est le plus proche, enfin, le plus ouvert, et aussi dans la façon dont les choses sont disposées, par exemple, dans la classe. Mais donc, l'outil qu'on a à destination des enfants, ce n'est pas un outil qui traite directement de cette question-là, mais c'est quand même une question en lien, c'est la question du consentement en fait, qui est abordée. Et donc, c'est un outil qui s'appelle Sam la petite hérissonne. Et il a été en fait réalisé, pas directement par nous, mais par une auteure de théâtre qui travaille cette question-là, entre autres avec la SBL Garance aussi. Et donc, c'est sur base d'une pièce de théâtre, elle a réécrit un texte qui permet en fait aux instituteurs, un texte avec aussi des moments, des petites animations en plus, d'aborder cette question-là, en fait, la question du consentement, de comment se positionner, de comment les enfants peuvent apprendre à dire non, mais aussi à détecter quand il y a vraiment quelque chose qui les dérange. Donc voilà, c'est un outil vraiment qui aborde ces questions-là, et donc forcément, cette notion du consentement est directement en lien pour nous avec les enjeux qui sont liés au genre. Après, à destination des enfants, on a en fait plein d'outils différents. Là, j'ai fait le choix de vous en présenter 2 qui, pour moi, sont peut-être adéquats directement avec le monde scolaire, plus qu'avec de l'animation en dehors. Alors, il y en a un qui est stéréotypique. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que nous, on fait le lien là-dedans entre les questions à la fois de genre et les questions de développement. Donc, on rentre dans le cadre de ce que, dans notre jargonnage, on va appeler le CMS, l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et donc, c'est un outil qui permet en fait d'aborder différentes problématiques de société sur l'apport d'entrée de mots. Et donc, il y a des mots qui sont d'ailleurs écrits dans plein de langues différentes. Et alors, on repart sur... alors évidemment, comme on va travailler sur les stéréotypes de genre, on sait que la société actuellement, qui est patriarcale, est binaire. Donc forcément, nous, on repart en fait, de cette binarité pour après déconstruire les stéréotypes de genre et essayer de montrer qu'en fait, les choses ne sont pas si binaires. Mais donc l'exercice propose de classer les mots en 3 colonnes. Donc c'est fille, garçon,
filles et garçons. Et donc, chaque mot, ils doivent le classer. Excusez-moi, je vais me moucher. Ils doivent le classer dans une des colonnes. Et puis, on essaye et puis après, il y a du contenu qui est proposé pour essayer d'élargir, en fait, et d'avoir un débat, de voir que tout le monde ne va pas les placer dans les mêmes colonnes parce qu'en fait, ça fait écho à des choses différentes et donc que les choses sont plus complexes, en fait, que ce qu'on a comme vision de base. Et alors, il y a effectivement des petites données, aussi des données plus internationales aussi, qui permettront, par exemple, sur les questions d'agriculture, d'aborder les enjeux qui sont liés à l'agriculture en lien avec les questions de genre et en lien aussi avec la situation mondiale. Donc, voilà, c'est à chaque fois, pour chaque mot, il y a une petite fiche qui permet en fait d'animer en ayant des données qui sont des données qui permettent d'élargir en fait avec une vision mondiale. L'autre outil que je voulais vous proposer pour cette tranche d'âge-là, c'est de notre collection carré genre. On en a plein des carrés genre qui sont tous téléchargeables gratuitement sur notre site. En fait, tous nos outils sont téléchargeables gratuitement sur notre site, pour info, sauf la mallette genre que j'aurais peut-être pas le temps de vous proposer. Mais donc voilà, ça c'est notre collection carré genre. Donc là, ça fonctionne aussi en fait avec le même principe un peu binaire, c'est une phrase. Et puis la question c'est est-ce que cette phrase d'après vous a été dite par une fille ou a été dite par un garçon? Et puis pourquoi? Et donc les enfants doivent se positionner et puis on renvoie en fait la question au groupe pour voir qu'en fait il y aura des visions différentes en fait de la même phrase et donc ça montrera. L'idée c'est qu'en fait simplement en écoutant la parole des enfants et en étant passeuse de parole, on va se rendre compte qu'en fait il y a des stéréotypes de genre qui vont se déconstruire parce que les enfants vont amener des représentations différentes en fait. Et c'est ces croisements de représentations différentes qui va pouvoir déconstruire le fait que en fait, on est bien dans un stéréotype et donc dans une croyance et pas dans une vérité. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, c'est ce qu'on toujours remonte dans les femmes. Le risque, en fait, des stéréotypes, c'est que les stéréotypes, on en a tous et toutes. Et donc, c'est pas que… On utilise tout le temps et on active tout le temps des stéréotypes. Donc, le problème n'est pas le stéréotype en tant que tel, mais c'est le fait de savoir que c'est un stéréotype, que c'est une croyance et que c'est pas une vérité. Parce que si on n'est pas conscient, en fait, du fait que c'est un stéréotype et donc pas une vérité, le risque, c'est que très vite, en fait, on peut basculer vers le préjugé qui bascule très vite après vers la discrimination. D'où l'intérêt, en fait, que les enfants puissent identifier que ce qu'ils sont en train d'activer là, c'est un stéréotype. Et ils en seront conscients, même sans mettre le mot, si on travaille avec des plus petits, sur le mot stéréotype, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des représentations différentes et qu'ils ne pensent pas tous et toutes la même chose, en fait. Et donc, déjà ça, le fait de concevoir qu'il y a d'autres façons de voir le monde, va nous permettre, en fait, d'être moins figés et donc de rentrer dans une démarche plus d'ouverture. Donc, c'est un peu… cet objectif-là, en fait, qui est un premier petit pas pour travailler ces questions de genre et pouvoir éventuellement aller plus loin après, comme il y a plein d'options sur le site et plein de thématiques, mais donc c'est vraiment une entrée. Le seul enjeu, évidemment, c'est de ne pas, si par exemple, il y a une vision très binaire dans la classe, c'est quand même que l'adulte soit là pour questionner et pour pousser le débat un peu plus loin, pour amener des données, pour pas en fait déposer un stéréotype qui resterait là et donc le renforcer. Ça, c'est l'enjeu toujours des outils sur la déconstruction des stéréotypes, que ce soit sur le genre ou sur d'autres enjeux, comme les enjeux de racisme. C'est toujours aussi d'être là pour être vecteur de parole et pas de renforcer en fait les stéréotypes de genre. Donc ça, il y a quand même un enjeu important là derrière. Et donc ça, c'est pour adresser aux enfants. Et alors, pour les adolescents, je voulais vous parler de deux outils principalement. Un qui est genre, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment un livre avec plein de petits jeux et plein de petites activités, avec aussi de nouveau des ports d'entrée de différentes thématiques. Et à chaque fois, en fait, il y a des données et puis des petites activités qui peuvent soit être faites individuellement, soit peuvent être réfléchies collectivement. Il y a aussi des ports d'entrée qui sont liés à plus des thématiques vraiment internationales. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais par exemple, là, il y a des portes d'entrée, c'est du plaisir pour tout le monde, renforcer les droits des migrantes. Et alors, à chaque fois, en fait, il y a des données, ranger, nettoyer, réparer en toute égalité. Et donc, à chaque fois, ces données, en fait, cette porte d'entrée donne des données et un exercice, qui est un exercice un peu de voir si ça a été compris et quelles sont les représentations qui sont activées. Et en parallèle à ça, il y a un petit jeu de cartes qui est intéressant à faire avec, je pense, plutôt des grands adolescents ou des adultes. Et c'est en fait toutes les différentes portes d'entrée qui sont là sont présentées sous forme de cartes. Et il y a un jeu en fait d'essayer de trouver, donc à chaque fois c'est une petite carte comme ça. Et chacun doit trouver quelle est sa priorité en fait, quelle serait sa ou ses trois priorités pour faire avancer l'égalité. Et puis on va fonctionner par système de discussion et tout ça pour essayer d'obtenir un compromis.
Le jeu de cartes, c'est jeu sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il va avec le jeu, genre, avec le livre genre, tu vois ce que je veux dire. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, c'est d'après arriver à travailler sur, tiens, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à plus d'égalité dans la société. Et donc, et c'est aussi un jeu qui permet aussi de travailler sur les questions de débat. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'arriver à un compromis. Et donc, c'est intéressant aussi, en fait, pour arriver à travailler autrement et d'essayer de devoir être dans la co-construction d'une pensée plutôt que dans des débats qui vont être très contradictoires et donc parfois n'avancer à rien. Et alors, je voulais vous présenter un autre outil pour les adolescents qui relève un peu plus de l'EVRAS, ce qui est aussi un carré genre. C'est le carré genre amour romantique. Et là, l'idée, en fait, c'est de travailler sur ce mythe, en fait, de l'amour romantique, qui est quand même servi depuis, depuis l'enfance, entre autres avec les contes de fées. Donc, on attend son prince et puis le prince va arriver et là, du coup, ça va être formidable. Et en fait, et quelle dérive, en fait, il peut y avoir derrière ce mythe et voilà, qui est vraiment montré. Et donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de montrer quels sont les fondements, qu'est-ce qui peut être problématique et se questionner en fait sur ce mythe aussi et et ouvrir en fait un questionnement autour de ça sur qu'est-ce que ça peut aussi amener comme dynamique de violence en fait ce mythe de l'amour romantique. Donc voilà, ça c'est vraiment plutôt pour des grands. Je sais pas si on a envie de faire une activité en philo avant la Saint-Valentin par exemple. Ça peut être une façon d'amener un débat et de questionner en fait ce mythe qui est quand même là hyper présent par contre dans tout ce qui est filmographie, dessin animé, mainstream, c'est quand même vraiment, vraiment fort d'actualité. Et donc aussi, par ailleurs, on a aussi on a une collection qui s'appelle Les déclics du genre. Et dans ces déclics du genre, il y en a un qui est consacré à l'Evras féministe, où il y a plein de questions en fait différentes qui sont abordées. Donc, il y a une partie des outils qui viennent du Monde selon les femmes, et puis il y en a d'autres qui viennent d'autres associations féministes. Et donc, on aborde vraiment des questions comme la question du plaisir, comme la question du consentement pour les enfants, pour les ados. Mais on va aussi aborder les règles, mais il y aura aussi des questions comme l'excision, le mariage forcé qui sont proposées par d'autres associations avec lesquelles on travaille. On a un outil sur le harcèlement qui a été créé par nos partenaires en RDC donc, et qui travaille vraiment cette notion aussi de pouvoir au travers de cette question du harcèlement. Donc voilà, ça aussi, c'est une boîte à outils qui permet plein de choses. Mais voilà, je pense juste aussi qu'il faut, voilà, comme je le redisais, d'être vraiment attentif quand on propose un outil comme ça, à s'embarquer dans des thématiques avec lesquelles on se sent bien, parce que ça, je pense, c'est vraiment toujours un enjeu. Ne pas animer une question avec laquelle on n'est pas à l'aise, parce que vous le savez mieux que moi, mais les enfants, les ados, ils le sentent, et donc c'est pour que ça tourne vraiment pas bien. Donc, essayer de se dire qu'on essaye de se sentir vraiment bien dans ce qu'on va amener comme dynamique, de préparer en amont, de choisir, de dire, on veut travailler sur les carrés genre amour romantique, on peut supprimer certains carrés s'ils nous parlent pas, parce que c'est important aussi. Et de préparer quand même des pistes en fait pour pouvoir et je pense que là par exemple il y a un super moyen d'aller s'informer sur le site qui est proposé par Alice, des pistes pour en fait pouvoir étayer ce qu'on va pouvoir amener, de pouvoir donner des petites données, de pouvoir donner quelques chiffres pour pouvoir étayer le débat si c'est nécessaire, parce que parfois en fait il y a déjà plein de choses qui vont se passer entre les enfants et qui sera très riche et donc il faut juste animer. Par contre, il y a aussi un enjeu évidemment lié à l'animation, essayer vraiment que tous et toutes puissent avoir la parole, filles et garçons. Et donc, c'est quand même un enjeu dans une animation comme ça, de s'assurer qu'ils vont tous et toutes parler, qu'ils vont tous et toutes pouvoir prendre la parole, et que la parole ne soit pas monopolisée par certains ou certaines. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait un premier tour et que je suis dans le temps. Donc, voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Noémie. Voilà, nous avons quelques questions qui ont été effectivement posées dans le chat. Peut-être qu'on peut vous laisser encore quelques minutes pour réfléchir à ça. Ou bien, Marie, est-ce que tu enchaînes avec les questions posées? On peut, hein. Donc, on a déjà eu des questions de Jonas Yanga, donc qui aimerait savoir concrètement comment élaborer un programme scolaire donc, autour des questions de genre et s'il existe des méthodes pour aborder ces questions-là à l'école. Je ne sais pas si Alice ou Noémie, vous avez envie de répondre. Si ça te va, Noémie.
Pour élaborer un programme scolaire, ici, en fait, ce n'est pas vraiment l'école ou les corps enseignants qui l'élaborent. Du coup, c'est étatique. Enfin, si je comprends bien, en fait, les programmes scolaires, ce qui est en termes de matière qui est enseignée, c'est bien ça la question? Je pense que c'était plus lié à la question de comment aborder la question du genre à l'école, en fait. Oui, S'il y justement, avait- ouais, c'est un peu les sites que je présentais parce que c'est une question qui est quand même vachement large, donc ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, dans quelle matière, dans quel domaine sportif, ou si c'est en cours, ou si c'est une question de sexualité ou mixité scolaire. Donc voilà, les sites, il va sortir début 2023. Et donc là, ça effectivement, ça brasse en fait très, très large. Enfin, j'ai un peu du mal à répondre de manière précise à une question parce qu'elle me paraît très, très vaste et c'est tout à fait légitime, hein, mais... Euh, Petite question personnelle, est-ce que vous avez l'impression que le secteur associatif, donc qui aborde quand même majoritairement les thématiques autour du genre, sont suffisamment sollicités par les écoles, les enseignants, les éducateurs? Et comment favoriser plus de synergie entre le secteur associatif et le corps enseignant? Euh, Sincèrement, je ne sais pas si les corps enseignants le sollicitent. Je pense que oui. Je pense aussi qu'Anaïs pourra aussi intervenir là-dessus parce que je crois que le Monde selon les femmes est quand même assez sollicité par les écoles. Et aussi, j'ai rencontré des associations qui soient par exemple Altervisio, qui font de la sensibilisation, la prévention, tout ce qui touche les questions LGBTQIA+, auprès des écoles, et qui m'ont dit qu'effectivement la demande est assez élevée et très souvent liée à des questions de violence, en fait, mais voilà, il y a quand même une demande de terrain qui est effectuée. Après, je crains que souvent, en fait, les profs ou autres corps enseignants, enfin, ou autres personnels de scolaires ne sachent pas à qui s'adresser exactement. Ou bien aussi ne sachent pas non plus à quel moment faire appel au sens où, voilà, est-ce qu'ils doivent souvent renoncer soit à des heures de cours, soit à les faire aussi dans des heures creuses, ou bien aller choper un peu dans les temps des autres professeurs, d'autres collègues, qui donc, ça demande aussi une organisation assez particulière. Je ne sais pas si les écoles, en fait, accordent beaucoup de temps à ces genres d'interventions que le monde associatif pourrait faire et aussi, voilà, de savoir à qui on s'adresse pour certaines questions, quoi. Je ne sais pas si Noémie, tu as... Oui. Il y a de la demande, c'est certain. Alors, comme tu le dis, avec l'expérience d'Altervisio, ben, c'est un peu ce qui revient quand même souvent, c'est que la demande vient souvent suite à des situations de violence et donc pas de façon récurrente, en fait. Après, c'est un enjeu, la récurrence, en fait, dans ces questions-là. Enfin, là, on vient d'avoir un décret qui vient de passer, et c'est quand même super, sur l'EVRAS, sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les questions de genre font totalement partie de l'EVRAS. Mais actuellement, en fait, c'est les centres de planning qui sont subsidiés pour faire ça. Et si ça se généralise vraiment, les centres de planning vont être un peu dépassés parce que c'est trop. Or, les associations ne sont pas toujours subsidiées pour donner massivement des animations dans les écoles. Donc, c'est un enjeu, en fait, à plein de niveaux. Et, donc, c'est aussi souvent lié à la volonté de prof, en fait, qui vont nous faire venir. Ou alors, du coup, c'est pas lié à la volonté de prof, et donc, du coup, c'est l'école, ou alors c'est la commune qui demande ce que nous, on fait ça. Mais alors, du coup, parfois, les profs sont réfractaires. Donc, ça reste quand même un enjeu de travailler avec les écoles qui n'est pas toujours hyper facile, en fait, pour savoir comment, en fait, aborder cette question-là au sein de l'école, que ce soit assez transversal, que ce soit quelque chose de récurrent et pas des one-shots. Parce que nous, on vient 2 heures dans une classe ou 2 fois 2 heures dans une classe, et puis quoi, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Enfin, voilà, comment c'est repris, comment les profs peuvent continuer à travailler ces enjeux-là, parce qu'en fait, c'est eux qui sont tous les jours dans les classes, c'est pas nous. Et donc, il y a un enjeu quand même qui est très important à ce niveau-là. Et donc, ça reste quand même complexe, même s'il y a de la demande, et je pense qu'il y a pas mal d'assos qui font quelque chose, enfin, qui font du boulot. Et si je peux me permettre de répondre à une autre question, parce que je vois que quelqu'un demande si on peut parler de masculinité positive en primaire, je trouve que c'est une question vraiment super intéressante. Alors, c'est le gros défi de cette année, c'est qu'on voudrait au Monde sur les femmes créer un outil en fait sur les questions de masculinité à destination des élèves de primaire, parce qu'on pense vraiment profondément que l'enjeu commence là.
avec beaucoup de mécanismes déjà liés à des problèmes justement de violence entre garçons. Soit de violence entre garçons, soit de violence des garçons à l'égard des filles. C'est quelque chose qu'on constate quand même beaucoup sur le terrain, qu'on voit vraiment dans les classes. Et donc, il faut absolument en fait, commencer à travailler ces enjeux-là avec les garçons et leur montrer qu'en fait, qu'il y a moyen d'être un garçon autrement et que ça peut être riche et intéressant. Mais voilà, c'est un peu notre objectif de cette année. Mais moi, je pense que oui, on peut commencer à en parler vraiment super jeune en fait, de ces enjeux-là, en fait, de comment ça se passe dans les groupes de garçons et des questions de violence en fait, au sein des groupes de garçons. Je crois que c'est un enjeu vraiment très important en fait, dans les questions de genre et dans ce qu'on va mettre en place dans les années à venir. Voilà, de continuer de travailler ces questions-là. Est-ce que vous pensez que le monde politique est suffisamment sensibilisé autour de ces questions-là? Parce que voilà, il y a un nouveau décret qui arrive par rapport à l'ERAS, mais est-ce que ce sera suffisant? C'est ce que je disais. Moi, je pense pas en fait. Enfin, donc oui, c'est super. Enfin, je veux dire, première chose, c'est super. C'est super qu'il y ait ce décret, c'est novateur. L'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, enfin, vraiment, c'est quelque chose, affective et sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui est très chouette en fait, qui est bien pensé, je pense par rapport à d'autres endroits comme en France où c'est pas du tout pensé de façon aussi large en fait. Donc je trouve ça vraiment chouette. Comme le secteur de l'éducation permanente en Belgique, c'est quelque chose d'assez unique. Et il faut qu'on voit quand même le côté positif en fait de ces aspects-là. Donc soyons quand même positifs. Après, la question, c'est toujours la question des moyens, en fait. Et c'est un enjeu quand même super important. Si on dit, oui, on met ça en place, mais qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moyens qui sont débloqués, il y en a derrière, mais ça sera pas assez. Et donc, il faut en fait que cette question soit prise de façon beaucoup plus globale et entre autres aussi liée, et je vous avais déjà abordé, à la formation initiale des professeurs. Et il faut que les deux choses se répondent, sinon ça ne suffira pas, en fait. Vraiment, il y a un enjeu majeur de travailler sur les deux choses doivent se compléter. Et je pense qu'il y a du sens à ce que les associations viennent en plus de ce qui est fait en classe, parce que c'est une autre façon d'aborder les choses et que ça permet d'appuyer la parole et de continuer à travailler. Mais voilà, c'est quand même important, c'est vraiment important que les deux soient ensemble, quoi. Mais c'est quand même super, en fait, que ce décret existe, que les choses bougent. Je veux dire, voilà, il faut quand même le dire. Ça avance. Oui. Il y avait justement une question par rapport à la formation des enseignants dans le chat. Donc, ils disaient effectivement que les outils ne suffisaient pas, mais qu'il fallait prévoir des formations donc, en amont et donc de manière la formation de base et la formation continue des enseignants. Est-ce que vous proposez ça? Est-ce que ça inclut dans la formation des enseignants suffisamment? Nous, on donne des formations, mais plutôt du coup qui sont globalement plutôt suivies par le secteur associatif que par les enseignants. C'est très rare en fait d'arriver à avoir des enseignants dans nos formations. Et même on a déjà proposé des formations à les universités d'été et en fait on avait très peu d'inscriptions. Donc c'est très compliqué en fait de pouvoir toucher ce public-là. Parce que nous, on pourrait très bien donner nos formations, par exemple, dans des journées pédagogiques ou des choses comme ça. Je pense que les CMEA arrivent à rentrer, mais parce qu'ils ont une approche peut-être plus large et pas directement genre comme la nôtre. Mais donc, oui, en fait, nos formations sont évidemment ouvertes à tous et toutes. Entre autres, on en a une, par exemple, sur les questions des VRAS, sur les questions de violence, qui pourrait, effectivement, je vois qu'il y a quelqu'un qui parlait aussi de la posture. Effectivement, il y a un enjeu quand même majeur qui est la question de la posture et qui est une question très compliquée. Effectivement, soyons tout à fait transparents, les outils ne suffisent pas sur ces questions-là. Il y a une question de posture qui est une question ultra importante de comment on se positionne parce qu'on va toucher… En fait, la difficulté quand on travaille ces questions-là, c'est qu'on touche à de l'hyper intime. On n'est pas sur des questions qui sont déliées, elles sont liées directement à des rapports de pouvoir, elles sont liées directement à des questions qui vont toucher à l'intimité, aux valeurs, aux croyances. Et donc, forcément, en fait, la question de la posture et la façon dont on va se positionner face aux enfants, face aux adolescents est un enjeu vraiment crucial. Et ça la posture, il n'y a rien à faire, ça se travaille. Et voilà. Il y avait une autre question dans le chat, une personne qui demandait s'il existait des outils spécialement conçus pour les adultes. Tu en avais déjà parlé par rapport au fait que les outils d'ado étaient adaptables aux adultes, mais est-ce qu'il existe vraiment des outils spécifiques pour les adultes? Plein. Je veux dire, tous ceux qui sont derrière moi, ils sont pour les adultes, en fait. Donc, voilà. Il y en a plein. Sur notre site, mais de plein d'autres assos aussi, en fait. Il y en a plein. Le secteur de l'éducation permanente foisonne d'outils pour les adultes
et de choses à lire. Donc oui, il y en a plein. Entre autres sur notre site internet, mais je veux dire, d'autres assos aussi font plein de chouettes outils. Donc, ne pas hésiter à vous solliciter. Ouais. Julie, je ne sais pas si tu... Mais je vois qu'il y a effectivement, en termes de propositions, je lis l'intervention de Yanga Jonas, qui parle effectivement de travailler avec la Ligue sur des projets de formation destinés aux enseignants, élèves, responsables scolaires. Donc, ben oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher, en tout cas avec le secteur formation. Donc, pour éventuellement proposer des formations en ce sens. Après, c'est vrai que je sais que le public enseignant a son créneau aussi de formation et que ce n'est pas forcément toujours le même, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, ça pose réflexion. Il y a également aussi une demande de Quentin par rapport à la participation au Salon de l'éducation. De voir si l'Université des femmes et le Monde selon les femmes participaient à ce salon pour proposer leurs outils ou présenter leurs outils. Non, mais c'est vrai que c'est une piste à exploiter. Effectivement, ça peut être intéressant. Et effectivement, je rejoins aussi tout à fait Noémie. Et c'est important aussi que ces formations, elles fassent partie en fait de l'agrégation en tant que telle. En fait, elles doivent être vraiment structurelles. Elles ne doivent pas être juste des formations à prendre en place en plus sur les temps libres. En fait, ça doit être une priorité pour les politiques éducatives et aussi en termes de programmes et référentiels scolaires. Ça doit être un analyseur. Les gens doivent être aussi une dimension qui doit rester centrale en fait pour pouvoir l'incorporer et pas comme étant une dimension à part, mais comme en faisant vraiment partie prenante. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez même allumer votre micro et directement poser vos questions si le cœur vous en dit. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour. Bonjour, c'est Jonas Yanga, depuis Kinshasa, en RD Congo. Bonjour, bienvenue à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci, c'est un grand plaisir pour moi de suivre vos interventions. Alors, j'aimerais savoir, en termes de stéréotypes en matière de genre, en milieu scolaire, surtout à l'école primaire, comment faire? Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser à l'école primaire par rapport à la lutte contre les stéréotypes? Parce que si je prends le contexte de la République démocratique du Congo, c'est vraiment c'est fort le stéréotype. Parce qu'on sait même dans les salles de classe, on sait d'avance que la fille, elle est moins intelligente que le garçon. Et là, c'est déjà formaté dans le cerveau des garçons. Alors, je me suis dit, mais à l'école primaire, comment faire? Quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser par rapport à la lutte contre ces stéréotypes et voir comment promouvoir encore l'égalité filles-garçons? Parce que dans le contexte africain, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai dit, mais comment faire? Quelles sont les dispositions? Merci beaucoup. Voilà un peu ma question. Merci. Beaucoup. Oui. Est-ce que je peux rebondir? Oui, mais c'est une question super intéressante. Mais après, je pense vraiment que bon, d'abord, il y a des associations qui travaillent ces questions-là en RD Congo. Voilà, notre partenaire qui se trouve à Kinshasa s'appelle Si Jeunesse Savait. Et ils travaillent entre autres dans les écoles sur ces questions, les questions de genre, les questions LGBT, sur les questions de droits sexuels et reproductifs. Elles font un travail super aussi sur les questions de harcèlement. Donc voilà, et entre autres, elles travaillent pas mal, beaucoup la question des masculinités. Donc voilà, pour info, donc déjà, parce qu'elles ont vraiment ce regard-là avec l'expérience du contexte de la RDC. Après, on constate vraiment que cette question des stéréotypes, le problème en fait, c'est que là, on est dans un problème de sensibilisation et comme toujours, en fait, aller donner une animation aux enfants ne suffira pas si le contexte est tout le temps, tout autour
problématique est enfin, très stéréotype et binaire. Et donc, il y a vraiment un enjeu de travailler sur différentes problématiques de fond. Je voyais aussi dans le chat que vous parliez des mariages précoces. Ben oui, par exemple, ça, c'est un enjeu qui est un enjeu majeur. La question de l'accessibilité aux toilettes, parce que pour la question des règles, on sait que du coup, les filles décrochent parfois de l'école parce qu'en fait, une fois qu'elles sont réglées, c'est compliqué d'aller à l'école. Et donc là, il y a des enjeux aussi à travailler en amont. En fait, c'est sûr que les animations ne suffiront pas. En fait, il y a vraiment une question vraiment plus holistique en fait à se poser. Mais ce qui est le cas en Belgique aussi, en fait. Hein, soyons clairs, il y a plein d'autres enjeux que juste la question des animations. Et après, tous nos outils, si vous allez les voir, le carré genre junior, il est peut-être pas tout à fait adapté au contexte de RDC, mais nous, on a des associations partenaires qui ont déjà en fait adapté certains de nos carrés avec des phrases qui étaient des phrases plus locales. On a eu un carré genre qui a été fait en Algérie, par exemple. Ils ont repris le concept et ils ont adapté les phrases. Et ça, voilà, les mécaniques des outils peuvent fonctionner. Après, c'est vrai que c'est toujours bien de l'adapter au contexte parce que ce sera plus riche et plus parlant en fait pour les enfants ou pour les adolescents. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aimerait poser une question à nos deux intervenantes. Et voilà. On va conclure tout doucement, ou là? Je ne sais pas si Noémie et Alice, vous avez envie de donner un petit mot de fin, une petite conclusion à ce webinaire. Bah, comme je disais tout à l'heure, effectivement, voilà, il y a peut-être un manque enfin, en tout cas pas un manque, mais voilà, ce n'est pas encore la priorité absolue, la question du genre dans l'enseignement et donc voilà, ces initiatives prises, que ce soit en termes de ces webinaires ou aller assister à des conférences de lecture, lire sur les sujets, s'informer, comme Noémie le disait, des outils, il y en a tout un tas d'associations aussi qui travaillent sur la question, il y en a aussi énormément. Le monde de l'éducation permanente à Bruxelles, en tout cas, ce que je connais le mieux, est extrêmement actif et fait un travail incroyable. Il y en a beaucoup aussi qui interviennent dans les écoles et qui donc peuvent aussi vous soulager, on va dire, en abordant des sujets qui voilà, soit vous savez pas comment vous les abordez et effectivement des liens plus forts aussi avec les PMS pour créer des espaces de parole où les élèves peuvent s'exprimer plus librement, plus ouvertement ou avec moins de crainte. Et voilà, bah, pour parler du site, on va essayer de tout faire pour les rendre un site de référence, un pilier où vous pourrez essayer de trouver un max de ressources. Mais après, comme Demi aussi le disait, c'est une question de sensibilité et les outils ne suffisent pas. Il faut effectivement que la formation initiale et continue des profs puisse prendre le genre comme étant un sujet sur lequel on ne peut plus faire de l'économie et il y a une demande qui est très très forte du terrain et qui doit être entendue, tout simplement. Ben non, merci à tous et toutes d'avoir participé. Effectivement, comme le dit Alice, je pense vraiment que là, après, il y a effectivement plein de choses qui existent, et que ce soit en termes d'outils, mais que ce soit aussi en termes de formation. En fait, il y a vraiment beaucoup de formations qui existent sur différentes questions liées aux problématiques de genre. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un intérêt à se former, effectivement, à lire de son côté ou aller suivre des formations pour, si on a envie de travailler ces questions-là. Voilà, même si les choses bougent quand même pas mal ces dernières années, il y a encore vraiment du boulot. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui existe de votre côté. Très bien, voilà. Donc, je vais en profiter aussi pour vous dire... Ah, pardon.
J'en profite aussi pour vous rappeler que, pour vous dire que nous avons pu recenser une série de ressources et d'outils donc liés à la question des inégalités filles-garçons à l'école. Donc sur notre site internet, donc un peu tout au long de notre cycle de webinaire. Donc n'hésitez pas à les consulter sur notre site, donc www.ligue-enseignement.be. Alors, je peux aussi vous proposer de voir les captations vidéo de notre cycle de webinaire, donc des 2 autres webinaires qui ont été réalisés en octobre et novembre. Et donc, ces captations sont disponibles sur notre site internet, donc toujours ligue-enseignement.be et notre chaîne YouTube. Alors, vous pouvez aussi retrouver notre revue éduquée et son dernier numéro, donc le numéro du mois de décembre 2022, qui est donc consacré entièrement aux inégalités filles-garçons à l'école. Et donc ce numéro a été réalisé en collaboration avec Nadine Plateau, Claudine Marissal du CARIF, Mathilde Adelier de la Direction d'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Marie-France Zico des CMEA, d'Alicia Novice du Monde selon les femmes et de l'ESBL Garance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, donc www.ligue-enseignement.be. Et voilà. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Un immense merci à Alice Nucci et à Noémie Caillart pour leurs interventions. Et à très bientôt pour un prochain webinaire de la Ligue de l'enseignement. Au revoir.